Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. On accueille donc dans l'entretien Raymond Soubi. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe de conseil Alixio, société de conseil en ressources humaines, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, je le disais. Vous avez été l'un des piliers de la réforme des retraites de 2010, celle qui a donc repoussé l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et celle qui a aussi mis des millions de personnes dans la rue, on va y revenir. Revenons peut-être d'abord sur l'information du jour, cette démission de Jean-Paul Delevoye. Sa position n'était pas tenable, il a bien fait, pour être clair. Je crois qu'il était dans une position difficile et en conscience, il considère qu'il a bien fait. Cela dit, Jean-Paul Delevoye a fait un travail formidable les 18 derniers mois et il avait la confiance des partenaires sociaux. Ils le disent aujourd'hui. Quoi qu'on dise, il avait la confiance des partenaires sociaux, c'est un homme de dialogue. Dans ce sujet effroyablement compliqué qu'est la réforme systémique, il est un des rares à avoir tout compris avec l'équipe qui l'entourait. Et c'est un peu triste de voir ce qui lui arrive, qui était sans doute inéluctable, mais c'est quand même un peu triste. Et on voit qu'Édouard Philippe organise des réunions, puisque les discussions vont reprendre, en tout cas il les invite à revenir à Matignon ce mercredi dans le cadre de réunions bilatérales, puis jeudi dans le cadre de réunions multilatérales. Vous y voyez une technique particulière du gouvernement, une technique un peu malicieuse? Je crois que le gouvernement, surtout, il se bat sur deux fronts. Il se bat d'abord sur le front des foyers qui sont allumés, RATP, SNCF, enseignants. Et il a délégué pour discuter avec les syndicats en question, les dirigeants, président SNCF, président RATP, ministre de l'Éducation nationale. Et c'est, je crois, le plus important. Parce qu'il faut bien voir que si le mouvement est parti, c'est en grande partie parce qu'il était spontané et que les syndicats l'ont suivi. Et si le mouvement dure, c'est parce que la base souhaite qu'il dure. Et ça, pour le gouvernement, c'est le plus difficile. Il faut trouver des sujets qui seront tels que, à la RATP et à la SNCF, les agents diront non, nous arrêtons la grève. Bon. Or, le sujet des agents aujourd'hui, le principal sujet, il est très simple, c'est qu'ils ne souhaitent pas que cette réforme s'applique à eux, mais aux gens qui viendront après eux. En quelque sorte, ils souhaitent ce qui a été fait il y a 18 mois pour la réforme du statut de la SNCF, où on leur a dit, le gouvernement leur a dit, d'ailleurs le gouvernement a dit c'est une grande victoire, je supprime le statut, mais uniquement pour les nouveaux entrants. Et là, dans leur tête, ils se disent, pourquoi ce qu'on a fait il y a 18 mois, on ne peut pas le faire maintenant? Ça, c'est le premier front, mais je crois que c'est le principal. Tant que ceci ne sera pas réglé, les grèves continueront. Et puis vous avez ensuite le front de discussion avec les confédérations, qui n'ont pas toujours le pouvoir ni sur leur fédération, ni sur leur base, et en particulier avec les syndicats dits réformistes, CFDT, UNSA, CFTC, qui sont, eux, sur un deuxième front, qui est celui de la réforme financière. Parce que ce qui complique la situation, c'est qu'on a deux réformes. La réforme systémique... Et la paramétrique. Et la paramétrique et la réforme financière. Et ça, c'est un sujet de confédération, parce qu'il faut voir qu'à la SNCF et à la RATP, les agents, l'âge pivot, ils n'en parlent pas. Vous ne le voyez pas figurer dans les tracts, etc. Et donc, il faut que le gouvernement gagne sur, j'allais dire, les deux fronts, principalement le front des entreprises, parce que c'est là que sont les grévistes, et puis le front des confédérations pour avoir un dialogue, en tout cas, avec les organisations réformistes, dont je rappelle quand même que l'une d'entre elles, qui est la CFDT, soutient la réforme systémique depuis plus de 10 ans. Et pas la paramétrique, c'est bien ça qui bloque. Raymond Soubi, comme tous les lundis dans l'entretien, nous faisons intervenir un sénateur ou une sénatrice pour nous faire part de son analyse et aussi pour poser une question à notre invité, vous en l'occurrence ce soir. C'est Marie-Noëlle Lienemann qui va se prêter au jeu. Marie-Noëlle Lienemann qui est en salle des conférences avec Fanny Conquis en direct depuis la salle des conférences. Fanny. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, on le sait, demain il y a une grande grève prévue, une grande manifestation. Est-ce que vous pensez qu'en fonction de la mobilisation, si la mobilisation est très forte, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut reculer sur cette réforme ? En tout cas, il faut tout faire pour qu'il recule, parce que si on est dans une démocratie où la grande majorité de l'opinion, plus des grands mouvements sociaux dans tous les corps de métier, s'opposent à une réforme qui manifestement va détricoter notre modèle social et républicain, s'il ne veut pas écouter,
on ouvre des portes très dangereuses pour notre démocratie et bien sûr pour notre modèle social. Donc moi j'espère que ce mouvement va être fort et que le gouvernement devra retirer son projet, rediscuter autrement sur l'avenir des retraites. Je ne pense pas qu'il y a urgence sur une réforme des retraites, car le déficit qu'on nous annonce, d'abord il est pseudo-lointain, mais il a été largement artificiellement créé. Beaucoup d'économistes le montrent. On ne tient pas compte d'une augmentation des salaires, on réduit massivement les postes en fonction publique, on ne compense pas les pertes de cotisations sociales comme la loi le prévoyait jusqu'à présent. Donc on est en train d'artificiellement mettre en déficit ce régime des retraites pour pouvoir faire passer une réforme libérale dont la finalité à terme, c'est de baisser les rentes et de faire travailler plus nos concitoyens. Si le gouvernement ne recule pas cette semaine, est-ce que vous pensez que les grévistes doivent poursuivre la grève pendant Noël? Est-ce qu'il ne faut pas une trêve pendant les fêtes? Écoutez, je ne suis pas leader syndical. Je considère que ce sont les salariés et les syndicats qui mènent ce mouvement et que c'est à eux que revient la responsabilité de l'organiser. Maintenant, je vois le chantage permanent qui est fait et on sait bien comment ça se passe. On commence, évidemment, les usagers sont exaspérés parce que ça perturbe leur vie quotidienne, mais en même temps, on sait bien aussi que s'il y a arrêt de ce genre de mouvement, c'est très difficile de reprendre après la mobilisation. Et donc, ce chantage pour faire passer une réforme qui aura des conséquences très longtemps, très durablement, si par malheur elle passait, je dirais que d'une certaine façon, un effort aujourd'hui vaut bien la protection de notre modèle social. Alors Marie-Noëlle Lienemann, vous le savez, Raymond Soubi est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Avez-vous une question à lui poser? J'en ai deux, peut-être en une. La première, c'est de lui demander si, comme M. Fillon, il estime qu'au fond, la volonté de changer notre système par un système par points n'a pas comme grande finalité d'arriver à baisser le niveau des retraites par la baisse annuelle du point, ou en tout cas sa non-revalorisation. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne voit pas un grand danger sur notre modèle social et républicain à systématiquement contourner les syndicats et à finalement donner à une automaticité ou à une gestion technocratique nos grands choix. Ça a été fait pour l'UNEDIC, ça se prépare pour les retraites. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous défendions une certaine idée du modèle social à la française? Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à mes questions et d'avoir posé cette question à Raymond Soubi. Voilà Rebecca. Double question donc. Merci beaucoup. Fanny, je vous laisse répondre. Raymond Soubi, d'abord, ce système par points, est-ce qu'en fait il est destiné à baisser les pensions? C'est ça la question. Écoutez, oui, mais j'ai cru comprendre que dans... oui à la question, mais non pas à la réponse. D'accord. Le système par points, en pure logique, devrait être en effet un facteur d'ajustement dans le temps pour avoir l'équilibre financier. Donc, Mme Lienemann n'a pas tort. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que dans les annonces du gouvernement, il est dit, premièrement, que le point est indexé sur les salaires, et deuxièmement, qu'on va inscrire dans la loi qu'il ne peut pas baisser. Donc, logiquement, c'est une réponse. On est censé être rassuré. Donc, on est censé être rassuré. Là, il y a un problème de confiance. Ce qui veut dire, par ailleurs, que si ce n'est pas par la variation du point qu'on assure l'équilibre du régime, comment l'assure-t-on? Eh bien, on peut l'assurer de deux manières qui restent, soit d'augmenter les cotisations, soit de reporter l'âge, comme l'ont fait la plupart des autres pays européens. Marie-Noëlle Lienemann avait une deuxième question sur cette mise à l'écart, dit-elle, des syndicats dans les discussions. Vous êtes un spécialiste du dialogue social. D'abord, vous trouvez que ce gouvernement a mis de côté les syndicats? Moi, je crois qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase qu'a menée Jean-Paul Delevoye, qui a été une phase intense avec les syndicats. D'ailleurs, vous constatez aujourd'hui, quand vous entendez les déclarations de syndicalistes, qu'ils ont apprécié cette période et l'écoute du haut-commissaire. Donc, il y a eu un travail commun, je ne veux pas dire qu'il y a eu un accord, mais il y a eu un travail en commun qui a été considérable. Bien. Ensuite, une réforme des retraites, et ça a toujours été le cas, même sous François Mitterrand, en 1981, lorsqu'on est passé à 60 ans, ne résulte pas d'accords sociaux. Là où il y a des accords sociaux, c'est dans les régimes complémentaires de retraite Arco-Agir, qui sont gérés par les partenaires sociaux, mais depuis toujours, nos régimes de retraite, les grands principes ont été définis par la loi. Et par conséquent, les syndicats doivent être écoutés, il doit y avoir une concertation avec eux. Est-ce qu'il doit y avoir une négociation pour parvenir forcément à un accord?
c'est plus discutable. Et la réponse est claire. Alors je le disais, en 2010, vous aviez, vous entre autres, l'équipe dans laquelle vous conseillez Nicolas Sarkozy avait provoqué une vague de mobilisation importante dans le pays. À 8 reprises, plusieurs millions de salariés des secteurs publics et privés se sont mobilisés. Les 8 principaux syndicats ont contesté la réforme. Se sont même joints au mouvement les syndicats lycéens. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez ces images. On s'est donc replongé dans les archives. On a retrouvé un extrait sonore de Jean-Claude Mailly, tout aussi déterminé que les syndicats aujourd'hui. On en écoute un extrait, je vous fais réagir ensuite. J'ai confirmé au ministre qu'il était hors de question pour Force ouvrière d'accepter ou un recul de l'âge de la retraite ou un allongement de la durée de cotisation. Donc, gros bras de fer à l'époque aussi. Comment vous avez fait pour gagner ce bras de fer? Oui, la situation était semblable et très différente. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y avait un déficit considérable des régimes de retraite, dû à la crise financière de 2008 et dû aux perspectives des rapports actifs-inactifs. Pour citer un chiffre simple, il manquait 30 milliards d'euros dès l'année 2016, quand même une somme considérable. Et donc, le seul moyen de trouver cette somme était de reporter l'âge de la retraite, comme l'avaient fait la plupart des pays européens. Et sur ce sujet, le président de la République et le gouvernement ont décidé de ne pas transiger, parce que c'était l'avenir du système des retraites qui était en jeu. Et les discussions que nous avions eues, que moi j'ai eues, avec les syndicats, ils disaient « nous ne pourrons jamais l'accepter ». Et nous disions « nous ne pourrons jamais y renoncer ». Et donc... Mais c'est semblable à ce qui se passe en un sens, non. Il y a de la détermination des deux côtés. C'était plus clair, parce qu'il y avait une détermination des deux côtés. Mais alors, ce qui s'est passé, vous l'avez dit, ce sont des manifestations dans la rue. Oui. Mais à la différence de la situation d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de grande grève paralysant le secteur public. Il y a eu des manifestations dans la rue. Il n'y avait pas les Black Blocs. Il n'y avait pas l'agitation. Il n'y avait pas énormément de jeunes dans ces défilés de 2010. Donc pour gagner, les syndicats ont raison d'appeler à la grève aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut bloquer en fait pour gagner? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est moins les manifestations qui peuvent faire plier un gouvernement que la paralysie des services publics. Et ça, ils l'ont bien compris. Et ça, ils l'ont bien compris. Et en 2010, il n'y a pas eu de paralysie des services publics. Vous avez des regrets sur cette réforme de 2010 peut-être même de ne pas être allé assez loin, puisque si on fait une réforme en 2019, c'est qu'il y a un problème dans le système actuel. Il y a des regrets aujourd'hui? Non, je n'ai aucun regret, personnellement, parce qu'il fallait trouver ces 30 milliards. Il s'agissait d'assurer le paiement des pensions. Donc c'était un objectif premier et à lui seul indispensable. La réforme dont il a été question aujourd'hui, c'est la réforme systémique, la réforme par points, qui a été voulue, qui est en fait une construction d'économistes, Antoine Bozio, un certain nombre d'économistes qui s'expriment actuellement, qui est un système intellectuellement admirable et qui a totalement séduit Emmanuel Macron, qui s'est dit, voilà la fin de l'histoire au sens hegelien du mot, tout est parfait, égalité totale. C'est la dernière. C'était irrésistible. C'était la der des der en matière de tentation irrésistible. Et hop, on y va. Bien. On s'est aperçu au fil du temps que pour avoir autant de simplicité, c'était très compliqué. Parce qu'il fallait dénouer beaucoup de situations, qu'il y avait des parcours de transition pour les corporations différentes et qu'à la fin du fait, on allait avoir des situations de grande inégalité et différence pour arriver au système final. Et il s'est ajouté un point supplémentaire que n'avait pas prévu, et il ne pouvait pas le prévoir, Emmanuel Macron, c'est le déficit financier, qui n'existait pas au moment où il était candidat à la présidentielle, et qui est apparu. Madame Lienemann a raison de dire que c'est un déficit qui vient principalement de moindres recettes de l'État, dû à la baisse du nombre des fonctionnaires et dû à certaines exonérations de l'État. Mais c'est quand même un déficit. Vous parliez d'Antoine Bozio, qui est l'inspirateur de cette réforme, effectivement. Alors, dans Le Monde, il a quand même exprimé sa grande déception. Il parle carrément d'un formidable gâchis. Il s'attendait au blocage sur les enseignants, par exemple, mais il reproche au gouvernement d'être resté encore trop flou, d'avoir manqué d'éléments chiffrés. Vous aussi, vous parleriez d'un grand gâchis. Sur le papier, elle était belle, cette réforme, elle était parfaite. Moi, je crois qu'elle est parfaite le jour final où on s'y trouve, mais qu'elle n'est pas parfaite maintenant et qu'elle n'est pas parfaite dans le parcours pour y aller. Pourquoi? Parce que c'est un principe dans lequel vous avez des gagnants. D'ailleurs, le gouvernement le dit tout le temps. Mais si vous avez autant de gagnants à équilibre financier constant, comme dirait M. Lapalisse, vous avez les perdants. Bon, et vous avez deux catégories de perdants. Vous avez ceux qui l'ont vu tout de suite, c'est les régimes spéciaux et les enseignants. Parce que c'était évident. C'était évident, donc c'est cela qu'on entend. Et puis, vous avez une série de perdants qui ne l'ont pas encore vu,
qui d'ailleurs sont un peu suspicieux. Ils se disent, mais dans cette histoire, j'y gagne pas. Ils ne savent pas trop. Voyez, et donc, les enseignants ont tardé à le voir, mais ils l'ont vu. Les enseignants ont tardé à le voir. Ils l'ont vu moins vite qu'elle a raté, mais ils ont fini par le voir. Pas sûr que le gouvernement l'ait vu non plus, d'ailleurs. C'est pas sûr que le gouvernement l'ait vu non plus, ou du moins, il l'a vu comme un sujet théorique et non pas comme un sujet qui allait embraser la situation. Pourtant, quand vous touchez aux enseignants, Or, ils sont déjà mal c'est payés évident. dans le pays. Vous aviez l'autre catégorie, les avocats. Les avocats, ils ont un régime qui ne demande rien à l'État, ils étaient heureux entre eux, ils avaient des réserves absolument considérables. On leur dit, mes enfants, on va vous mettre dans le régime universel. Donc, ils étaient furieux. Et là, on tire la pelote. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement il y a 3 jours aux avocats? Il leur a dit, vous allez garder vos réserves. Et aux policiers aussi Christophe Castaner a promis un... Alors, aux policiers, on leur a dit qu'on n'allait rien toucher. Ouais. Bon, ce qui montre que quand même, les professions qui présentent des risques pour le gouvernement, soit politique, soit de blocage, on cède devant elles. Donc ces quelques précédents ne sont pas de nature à faciliter le retour au calme dans les entreprises RATP, SNCF. Raymond Soubi, il ne reste que 2 minutes, j'ai envie de dire, malheureusement. Disons-le, c'est un moment fort aussi pour le syndicalisme français. On en parlait dans le débat il y a un instant, qu'il y avait un syndicalisme qui avait un peu perdu en crédibilité ces dernières années. Aujourd'hui, 2 leaders sont de retour sur le devant de la scène, pour de bon. Philippe Martinez pour la CGT et Laurent Berger pour la CFDT, qui incarnent tous les deux d'ailleurs 2 syndicalismes très différents. Ce sont des leaders poussés par leur base. Ils jouent gros, eux aussi. Je crois qu'ils sont poussés par leur base, clairement. Ouais. Philippe Martinez, clairement. Mais c'est le principe, je suis leur chef, donc je les suis. Ou plutôt, je les suis, donc je suis leur chef. On peut le prendre dans les 2 sens. Mais en réalité, c'est la base qui est partie. Ce n'est pas les syndicats qui l'ont voulu. Et dans le cas de la CFDT, ce que met en avant Laurent Berger, c'est la réforme financière, qui est le problème de l'âge pivot. Ce qui est un peu paradoxal, parce que l'âge pivot, il a été institué dans les régimes complémentaires de retraite à GIRC, dans un accord signé par qui? Par la CFDT. Et donc, en fait, aucun des deux ne veut prendre la responsabilité, chacun dans son style, de trop céder face au gouvernement, alors qu'ils savent que leurs bases sont toujours très échauffées. Ils jouent quoi, selon vous? Ils jouent l'avenir du syndicalisme français? Eh bien, je crois qu'ils jouent l'avenir du syndicalisme français. Mais ce qui se passe là, c'est qu'on voit les syndicats beaucoup, alors qu'on ne les voyait plus beaucoup. Ouais. Mais il reste que le mouvement, il est d'abord parti de la base. Donc il leur reste à faire la preuve que la base se trouve représentée par eux. Et c'est ça l'un des enjeux de ce qui se passe actuellement devant nous. En quelques secondes pour terminer, pardon d'employer ce mot, mais est-ce que je peux vous demander peut-être un petit pronostic? Comment vous imaginez la suite? C'est très difficile à l'imaginer. Vous pensez que qui va céder? Je pense que le gouvernement va pas mal céder sur la RATP et la SNCF parce que ce sont les foyers qui aujourd'hui paralysent la circulation. Il ne cédera jamais sur la réforme totale. Emmanuel Macron est trop engagé, mais on peut céder sur la pénibilité, même sur les tranches d'âge auxquelles on l'applique. Il y a des moyens de céder. Et quant à l'âge pivot, qui est l'autre sujet, il y a toujours des sujets techniques sur le malus, qui permet, sans trop le dire, de le faire. Merci infiniment Raymond Soubi d'avoir été avec nous dans l'entretien. Jean-Marc Sylvestre, c'est vous qui ouvrez ce club, c'est la première fois, bienvenue. Vous revenez sur ce conflit autour de la réforme des retraites et vous en avez tiré quelques enseignements. Oh oui, parce que c'est un conflit qui apparaît un peu absurde, ubuesque pour reprendre votre expression, monsieur le sénateur, et qui aboutit surtout à un blocage qui prend en otage un certain nombre de franciliens notamment. Je crois qu'il faut en tirer, il y a 2 phénomènes dans ce conflit qui sont pas forcément spécifiquement français d'ailleurs, mais qui sont quand même très inquiétants. Le premier de ces phénomènes, c'est qu'il a abouti à une situation politique qui paraît contradictoire et qui paraît inextricable. On se croirait en Angleterre au moment plus fort du Brexit. On n'y comprend absolument rien. Qui veut dire quoi? C'est très compliqué. Le Premier ministre Édouard Philippe, a présenté une réforme structurelle, vous le disiez, de notre système de retraite, une réforme système universel, fonctionnant par points, avec pour objectif d'établir l'équité entre tous les Français, avec une promesse d'amélioration pour tous. Ça, c'était le texte de base, qu'il ne touche pas au principe de la répartition,
sacro-saint, il ne touche même pas au principe de la capitalisation, il ne l'aborde pas. C'est donc un projet de gauche. C'est un projet de gauche qui a été de tout temps de gauche, puisque c'est Jean Jaurès qui, le premier, dans l'histoire de la gauche, avait eu l'idée de cette retraite par points, qui a d'ailleurs été repris par le général de Gaulle, qui a été prise dans la GIR, qui est l'ARCO, par les communistes, gérée encore aujourd'hui par la CGT, et qui fonctionne très très bien, et qui est équitable. Alors, c'est la seule concession que Édouard Philippe a fait à tous ses amis de la droite libérale, c'est de parler de l'équilibre financier avec l'âge pivot. C'est quand même le moindre chose qu'il pouvait faire. Pas un mot d'ailleurs, et je vous le disais, sur la capitalisation, parce que ça aurait été un vrai chiffre rouge. Eh bien, ce projet de gauche, il est battu en brèche et refusé par la CGT, qui utilise la SNCF pour bloquer quasiment la France. Alors ça, c'était le premier phénomène. Vous disiez qu'il y avait deux phénomènes. Alors, le deuxième phénomène, c'est qu'une fois de plus, le droit de grève s'exerce principalement dans les transports publics. C'est à la SNCF, à la RATP, et ça prend en otage, je vous le disais, près de 6 millions de franciliens qui sont en galère quand même. Depuis 12 jours, maintenant, la question est de savoir à qui appartiennent les services publics, à qui appartient la SNCF, à la CGT, aux usagers clients ou aux contribuables. Parce que si vous regardez les chiffres, c'est quand même très intéressant. La SNCF, elle a 140 000 salariés, en gros, aujourd'hui. 140 000 cheminots. La grève est portée par 13% des cheminots. Principalement les conducteurs de train et les aiguilleurs. Au total, 66% des conducteurs. Cette corporation, elle a un pouvoir colossal, elle a le pouvoir de tout bloquer, ce qu'elle fait, plus de 5 millions de passagers par jour. La RATP, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Alors on peut évidemment dire que la SNCF a le droit d'utiliser la grève comme moyen de pression, sauf que ça n'est pas une entreprise comme les autres. Ça n'est pas une entreprise comme les autres. D'abord, elle est en situation de monopole. Le client n'a pas de solution alternative, sauf le client qui a les moyens de se payer des Uber à 50 € la course. L'usager, le banlieusard, lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il prenne ses petites baskets, qu'il marche, ou alors qu'il abandonne son job. Et pour la plupart des clients, il n'y a pas de solution alternative. Ensuite, s'il ne peut pas utiliser le train, eh bien, il continue de payer à la SNCF. Pourquoi ? Parce que la SNCF a besoin chaque année, et vous le savez, 15 milliards de subventions d'équilibre. Je ne parle pas de ce qu'abondent les collectivités locales, les conseillers. Je ne parle pas de la prise en compte des investissements, à raison de 60% par l'État, ni de la reprise de la dette. C'est donc considérable. Alors, les seuls 15 milliards de subventions, ça représente, on fait le calcul, la Cour des comptes l'a fait il n'y a pas très longtemps, 215 € par Français. Par foyer fiscal, ça doit représenter plus de 500 €. Franchement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. On est le pays qui paye le plus d'impôts en Europe. On est le pays qui a le plus de dépenses publiques, qui sont les plus lourdes. Et on devrait donc avoir les meilleurs services publics. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le train marche pas très bien, il marche même parfois pas du tout, comme c'est le cas aujourd'hui. La santé, elle est asphyxiée. Et l'éducation nationale, elle ne donne pas les résultats qu'on espère au niveau de nos enfants. Voilà des entreprises où les clients que nous sommes très mécontents. Les actionnaires que nous sommes très mécontents. Mais le comble, c'est que les salariés de ces entreprises-là sont eux aussi très mécontents, puisque les cheminots font grève, non pas pour améliorer la qualité du service de la SNCF, ils font grève pour protéger leur propre situation. C'est ça qui est... Comment ça peut se terminer d'après vous, Jean-Marc ? Écoutez, tous les conflits sociaux qui ne se résolvent pas par de la politique ou par des compromis sociaux aboutissent en général à des solutions qui sont contraires aux situations de départ. Le consommateur, lui, quelque part, il est intelligent parce que la crise rend intelligent dans l'urgence. Et il réussit toujours à trouver des solutions. Alors, là, on va sans doute reparler de la préparation de restrictions du droit de grève dans les entreprises monopolistiques. Hélas, on va sans doute reparler des réformes de la SNCF par la concurrence, par la privatisation. Ça va rendre service à tous ceux qui sont favorables à la concurrence et à la privatisation. Et puis, on va sans doute reparler des réformes de retraite qui passeront à la fois par des systèmes privés de la capitalisation. Si le projet de réforme se plante, c'est la fortune des fonds de pension. Et mon petit doigt me dit que Jean-Louis Touraine n'est pas tout à fait d'accord avec vos conclusions et vos enseignements. Oh, mais c'est un magnifique réquisitoire, non. Mais largement partial. Bon, d'une part, sur dire que le système actuel est un système prôné par la gauche,
ça me paraît prendre quelques libertés quand même avec la réalité. La gauche, je parle de la retraite par points. Oui, la retraite par points. Mais la gauche n'a jamais préconisé, par exemple, que la retraite des enseignants soit 50% inférieure à ce qu'elle est actuellement. Si on paye mal les enseignants, c'est parce qu'on leur disait, vous aurez une fin de carrière qui sera bien et vous aurez une retraite qui sera plus élevée. Maintenant, on passe et on n'a pas de solution. Ce que nous dit le gouvernement, c'est on va augmenter le salaire des enseignants. Il faudrait trouver 12 milliards immédiatement, parce qu'on ne peut pas le faire progressivement. Parce que, comme c'est une retraite par points, c'est l'ensemble des points sur la carrière qui va compter. Par conséquent, si vous débutez avec des salaires très bas, vous allez le payer au moment de votre retraite. C'est le cas des jeunes qui cherchent leur voie, qui ne savent pas, ils vont accepter, d'ailleurs c'est contraire à ce que vous recherchez, ils vont accepter les salaires les plus bas simplement pour pouvoir bosser, mais ça va les condamner aussi sur leur retraite. C'est le cas des femmes qui vont avoir des interruptions de carrière. Bref, il y a toute une somme d'injustices. Et sur la galère des usagers qui seraient les actionnaires. Et sur la pension de réversion, tout de même, c'est un scandale de dire aujourd'hui, les veuves pouvaient la toucher à 55 ans. Ce sera demain à 62 ans. C'est-à-dire de 55 ans à 62 ans, si elles n'ont pas de ressources, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Parce que ce n'est pas à 55 ans qu'elles vont trouver du boulot si elles n'en ont pas eu. Sur la réforme, sur les cheminots. Alors d'une part, vous avez quand même modulé votre propos. Ils n'utilisent pas le matériel, à ma connaissance. Ils font comme tout le monde, ils utilisent un droit de grève et par conséquent, ils ne travaillent pas. Et quand ils ne travaillent pas, comme ils sont les seuls à pouvoir conduire les trains, effectivement, oui, mais après... c'est actuellement la loi, et ils l'utilisent, et ils ont parfaitement raison. On est dans un rapport de force. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui est présenté, et ils ont des raisons, et ils les exposent, et par conséquent, ils utilisent les armes qui sont les leurs. Ça a été inventé pour ça, le droit de grève. Alors, effectivement, ça a des conséquences. Après, il faut se poser la question, parce que dans ces cas-là, et l'histoire le montre, à chaque fois qu'il y a eu des grèves qui ont pénalisé les citoyens, chacun se rejette la balle. Qui est responsable ? Les cheminots ? Ou est-ce que c'est le pouvoir qui ne veut rien entendre et qui ne change rien ? Ou qui fait même de la provocation ? Est-ce qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe ? Si demain, il accepte de remettre sur la table son projet, je suis persuadé que l'ensemble des gens qui sont mécontents aujourd'hui diront, bon, allez, on arrête, on fait une pause, et on ne bloque plus la circulation et les transports. On va enchaîner avec vous, Jonathan Dupriez. Je sais que vous êtes frustré, Jean-Marc Sylvestre, mais ce n'est pas un match, ce n'est pas un débat. C'est le club d'Allons plus loin. Jonathan, alors effectivement, la situation tendue entre syndicats et Matignon. Le président du Sénat, lui, Gérard Larcher, il consulte en parallèle les partenaires sociaux de son côté au Sénat. Voilà, il a commencé à consulter il y a quelques semaines, et dans le style qu'on lui connaît, à l'écoute, aussi il prône. Vraiment, c'est un homme de médiation, de dialogue, et surtout avec beaucoup de considération pour ses interlocuteurs. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est son entourage qu'on a joint ce matin. Et il a même son leitmotiv, Gérard Larcher. La politique, c'est de l'humain, du concret, ça n'est pas Bercy, répète-t-il sans cesse à ses plus proches collaborateurs. Et souvent, alors que, et depuis quelques semaines, alors que la réforme des retraites, elle s'est envenimée, Gérard Larcher, il arrive sur son terrain favori. Donc il reçoit les leaders syndicaux en bilatéral dans son bureau. Et c'est pour l'un des interlocuteurs qu'on a pu joindre ce matin, Cyril Chabagnier de la CFTC. Il nous dit que Gérard Larcher est incontournable sur ces dossiers. C'est un fin connaisseur des affaires sociales. Et c'est aussi un point de vue que partage Laurent Berger de la CFDT. Vous allez le voir à l'image aux côtés du président Larcher le 4 décembre dernier. Voilà, dans l'ouvrage de Marion Mourgue, Laurent Berger détaille son rapport à Gérard Larcher. C'est le seul politique qui, sur la durée, est capable de faire le tour de l'ensemble des organisations syndicales pour leur demander ce qu'elles pensent d'un texte, dit-il. On n'est pas d'accord sur tout, mais le dialogue, c'est déjà savoir écouter. Mais très concrètement, à quoi ça sert au président du Sénat de consulter comme ça ? Alors certainement pas à nourrir un contre-projet de réforme des retraites, nous préviennent ses proches. Ces consultations lui servent plutôt à se forger une vision d'ensemble du climat social actuel, connaître aussi finement les positions des uns et des autres. Ce que nous disait aussi Cyril Chabagnier ce matin, c'est que quand il a rencontré Gérard Larcher, le président Larcher voulait s'assurer qu'il avait la même position que son prédécesseur. Donc voilà, il fait des petits ajustements comme ça avec ses entretiens en bilatéral. Et Gérard Larcher, évidemment, prend toujours le soin de ne pas s'écarter de son rôle de président du Sénat, comprendre
il n'est pas aux responsabilités. Ça n'est donc pas à lui de trouver une sortie de crise à la place du gouvernement. Et donc, il résumait cette idée sur notre antenne. C'était le 12 décembre dernier. Écoutez. Je rencontrerai l'ensemble des partenaires sociaux. C'est vous qui allez tenter de trouver une sortie de crise ? Non, en tous les cas, je vais essayer d'éclairer aussi le Sénat. Voilà, et du côté du gouvernement, on le trouve tout à fait légitime pour mener ces consultations, même si Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, nuance la portée de ces entretiens. C'était sur notre antenne ce matin. Je fais ce que le gouvernement n'a pas suffisamment fait. Alors, s'il dit ça, là, je ne partage pas, parce que alors, il me semble, pour le coup, qu'on pourrait sommer le nombre d'heures. Et je pense que Gérard Larcher, à lui tout seul, ne pourrait pas faire autant d'heures que ce qui a été fait par le gouvernement. Et c'est bien normal, puisque le gouvernement s'est démultiplié sur ces sujets. Et pour vous, Jean-Louis Touraine, est-ce que Gérard Larcher, dans son rôle, a consulté les syndicats ? Mais souvent, on fait une confusion en matière de démocratie et de fonctionnement de la démocratie. Il y a une séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif qui fait des propositions. Mais celui qui fait la loi, c'est le Parlement. Et par conséquent, que Gérard Larcher consulte avant que arrivent les propositions pour que la loi soit plus conforme à l'ensemble des auditions qu'il a pu faire et des enseignements qu'il a pu en tirer, ça me paraît tout à fait normal et conforme à la démocratie. Et puis d'autre part, il faut se rappeler quand même que le Sénat, il a un rôle particulier depuis la constitution de la Ve République. C'est d'ailleurs un des côté comique ou amusant de l'histoire, c'est que c'est le général de Gaulle qui a donné au Sénat tous les pouvoirs de l'Assemblée nationale. C'est une chambre à part entière, à une exception près. Il n'a pas la dernière décision. Mais c'est le général de Gaulle qui a donné ses pouvoirs. Et c'est à cause du Sénat qu'il est parti. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénat est parfaitement libre. On ne peut pas le dissoudre, déjà. Et il est parfaitement libre à l'égard du pouvoir, quel que soit le pouvoir, et même quand les majorités correspondent à la majorité présidentielle, il n'y a pas pour autant de complicité ni de compromis. Et quand elle ne correspond pas, cette majorité, il y a un peu de politique quand même derrière. Oui, mais ça ne s'envenime jamais. Et Gérard Larcher est surtout un homme rompu à l'exercice du dialogue avec les partenaires sociaux depuis qu'il a été ministre sous Jacques Chirac. Oui, c'est un exercice qu'il connaît par cœur et qu'il affectionne, je vous le disais tout particulièrement. En 2004-2005, c'est le 3e gouvernement Raffarin et il est alors nommé ministre délégué aux relations du travail, puis ministre délégué à l'emploi dans le gouvernement Villepin entre 2005 et 2007. À l'époque, il a même l'oreille des leaders syndicaux de premier plan, comme François Chérec, dont il est très proche, ou alors Jean-Claude Maillet à FO. Et les syndicats apprécient particulièrement sa tempérance lors des très longues négociations qui durent des heures. Donc Gérard Larcher est particulièrement bon dans cet exercice. Et c'est ça aussi qui fait dire à l'Élysée qu'à l'époque, c'est un homme habile, qui est aussi doué d'un très bon réseau dans le domaine social, toujours à la recherche du consensus. Et il a même fait voter le 31 janvier 2007 une loi qui prévoit l'obligation pour le gouvernement d'organiser une concertation avec les partenaires sociaux avant toute réforme du droit du travail. Et plus tard, alors même qu'il est devenu président du Sénat, il continue à entretenir ce contact privilégié avec les syndicats. Là, vous allez le voir à l'image, il était avec Philippe Martinez en 2018, le patron de la CGT, ou alors un petit peu plus tard, il a rencontré Geoffroy Roux de Bézieux pour le MEDEF, et en parallèle, il ne rechigne jamais à aider sa famille politique en coulisses. Par exemple, il s'est posé comme l'atout social de François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Il a consulté pour lui, en fait, très largement les syndicats en sous-main, on va dire. Et du coup, sur le dossier des retraites, le calendrier de ces rencontres, il est encore chargé Voilà, le calendrier est très chargé et dès demain, Gérard Larcher rencontrera l'UNSA, Laurent Escure, et les observateurs scruteront particulièrement les 8 et 9 janvier prochains où il rencontrera coup sur coup FO, le MEDEF et la CGT. Et c'est pas terminé. Allez, on va sortir complètement du dossier des retraites. Oui, on va en sortir. Et c'est grâce à Samia Dechir. Vous êtes intéressée, Samia, au nouveau coup de pression ou coup de gueule de Stéphane Bern, notre monsieur patrimoine. Oui, ce n'est pas vraiment son genre, mais le célèbre animateur qui est notre chargé de mission patrimoine est entré en résistance. Ce sont ses termes, en résistance contre une taxe sur le loto du patrimoine. Le loto du patrimoine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de grande loterie annuelle qui sert à récolter des fonds pour l'entretien des monuments en péril. En 2018, ce loto a rapporté 200 millions d'euros de recettes. Exactement. Alors là-dessus, il y a 144 millions
millions d'euros qui sont revenus aux joueurs, les plus chanceux évidemment. La Fondation du patrimoine, elle a touché 22 millions d'euros. Et puis il y a eu 14 millions d'euros de taxes qui sont revenus à l'État. Alors on n'a pas encore les chiffres pour cette année, mais on devrait être à peu près dans les mêmes proportions. Est-ce que c'est pas normal de toute façon, dans la mesure où les jeux d'argent en général sont toujours taxés par l'État, non? Alors oui, c'est vrai, mais aux yeux de Stéphane Bern, eh bien, le loto du patrimoine, c'est pas un jeu d'argent comme les autres, c'est un jeu philanthropique, nous dit-il. Philanthropique parce qu'en fait, c'est un jeu dans lequel les citoyens font le choix de faire un geste pour aider à la rénovation du patrimoine. Donc lui, ce qu'il demandait, c'était de supprimer cette taxe sur le loto du patrimoine, et le Sénat l'a entendu, puisqu'il a voté cette suppression via un amendement dans le budget 2020. Sauf que ça s'est fait contre l'avis du gouvernement. Donc forcément, quand le budget il est revenu à l'Assemblée nationale, eh bien cet amendement, il a été supprimé. C'était lundi soir. Ça veut dire que tout simplement, les députés, ils ont voté le rétablissement de cette taxe sur le loto du patrimoine. Alors ce soir-là, à la tribune, c'était Agnès Pannier-Runacher qui représentait le gouvernement. Elle est secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Et ce qu'elle a expliqué, c'est que cette taxe, elle allait être reversée au sport et à la sécurité sociale. Et ça a vraiment fait sortir de ses gonds Stéphane Bern. Pour lui, il est totalement impensable de reverser au sport de l'argent que les Français ont versé spécifiquement pour le patrimoine. Et il lui a fait savoir dans un tweet plutôt mordant, je le cite, « Le patrimoine, c'est l'histoire de France, c'est notre identité. Il vaut mieux que vos taxes mesquines de petits comptables à Bercy et à l'Assemblée nationale dont on oubliera les noms avant de les connaître. » Ah oui, c'est sévère. Donc ça veut dire très concrètement que sur le loto du patrimoine 2019, on va reverser 15 millions d'euros au sport et à la sécurité sociale, c'est ça? Eh bien, en fait, non, parce qu'après ça, le ministre de la Culture, Franck Riester, a promis à Stéphane Bern que l'État allait compenser ces taxes à 100%. Donc voilà notre chargé de mission patrimoine rassuré, mais aussi fatigué, dit-il, fatigué de devoir se battre à chaque fois pour que l'argent du loto du patrimoine aille bien au patrimoine. Il nous a livré son sentiment ce matin par téléphone, on l'écoute. Mon énergie, elle est intacte, mais j'aimerais la mettre, si vous voulez, à montrer maintenant aux Français tout ce qu'on a réussi à faire avec l'argent du loto du patrimoine, parce que c'est ça l'important. Il y a quand même 150 monuments qui ont déjà été sauvés. C'est ça que j'aimerais montrer aux Français. Je préférerais, je vais vous le dire, ne pas avoir à m'énerver chaque fois pour garantir la compensation de ces taxes. Et s'il est à bout de nerfs, Stéphane Bern, c'est aussi parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que ça arrive. En effet, l'année dernière, même scénario, le Sénat avait déjà supprimé la taxe sur le loto du patrimoine dans le budget 2019. Et là encore, cet amendement avait été retoqué par l'Assemblée nationale. Alors cette année encore, Franck Riester, le ministre de la Culture, a donc promis de reverser l'intégralité de cette taxe au patrimoine. Alors pour que ce soit bien clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de supprimer cette taxe de 14 millions d'euros pour que cet argent aille directement au patrimoine, on va quand même le prélever pour le reverser au final au patrimoine. Et ça laisse totalement perplexe Albéric de Montgolfier, le sénateur à l'origine de l'amendement de suppression de cette taxe. On l'écoute. C'est totalement ridicule, autant être dans la clarté. Si on exonère comme le font les autres pays, notamment je disais le Royaume-Uni, où l'idée était à donner beaucoup de moyens au patrimoine, c'est quand même plus clair, même vis-à-vis des joueurs, que d'avoir des tuyauteries compliquées, on vous prend d'une main, on vous le redonne de l'autre. En plus, ça n'a aucune pérennité, parce que ce que fait une loi de finances, une autre peut le défaire. Donc un gouvernement peut très bien dire, finalement, on ne compense pas. Alors Jean-Louis Touraine, très rapidement, est-ce que vous partagez l'analyse d'Albéric de Montgolfier sur la non-suppression du coût de la taxe sur l'auto du patrimoine? Écoutez, quand même, c'est stupide. L'État n'était pas capable de faire face à la rénovation et au maintien des bâtiments historiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un loto. Il récupère de l'argent, pour le patrimoine, et en même temps, il se sucre. Il en enlève une partie alors que c'était sa responsabilité. Et il va mettre ça sur d'autres disciplines qui sont de sa responsabilité. C'est juste pour renflouer le budget de l'État. C'est complètement stupide. Et là, alors, taxer puis rembourser, alors on imagine ce que ça peut représenter comme dépense en termes administratifs et la bêtise que ça représente. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine pour cette réaction. Merci d'avoir participé à ce club. Merci à tous les trois. La réforme des retraites et ses polémiques enflamment évidemment les réseaux sociaux et les internautes. Passe au scanner les déclarations récentes ou passées des politiques. Eh oui, sur le net, pas de droit à l'oubli. Dès le début de la réforme des retraites, les internautes se sont amusés à exhumer d'anciens tweets de ministres de gauche qui étaient, il y a quelque temps encore, opposés au recul de l'âge de départ à la retraite. Comme Marlène Schiappa qui, lors de la réforme de 2010, écrivait un billet de blog « La grève
expliqué à ma fille, on pouvait y lire « Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail et si possible, assez bien payés pour ne pas aller balayer le McDo alors qu'ils marchent avec une canne ». Ou encore Olivier Dussopt qui, en janvier 2017, alors encore au PS, se moquait du candidat Fillon qui proposait la retraite à 65 ans. Mais il faut dire, Rebecca, qu'avec Olivier Dussopt, le jeu est un peu trop facile car ça marche sur beaucoup de sujets. De même, en pleine polémique de Levoix sur ses oublis de déclaration à la haute autorité, les internautes ne se sont pas gênés pour aller chercher ces nombreuses déclarations sur la transparence et l'exemplarité des politiques, comme ici en 2017 à Public Sénat dans l'émission L'épreuve de vérité. Regardez. La confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Rien cacher sur la réalité des chiffres et sur les efforts à faire. Et cet extrait, Rebecca, tourné en boucle, hein, mais vraiment en boucle sur le web jusqu'au jour de sa démission. Et évidemment, Laurent Pietraszewski en a fait les frais lui aussi, on l'a passé au scanner. Eh ben oui, à peine nommé, le nouveau monsieur retraite est passé au rayon laser. Si vous tapez Pietraszewski dans Google, les recherches les plus fréquentes sont origine, Auchan, pain au chocolat. Et oui, pain au chocolat, car outre sa déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est son passé de DRH chez Auchan qui est passé au crible par les détectives internautes. Des internautes qui ont vite fait de retrouver qu'en 2002, alors DRH d'un magasin Auchan à Béthune, le futur monsieur retraite a mis à pied une caissière qui avait donné un pain au chocolat trop cuit à une cliente. Elle s'était même retrouvée en garde à vue pour vol, de quoi susciter l'indignation des réseaux sociaux. Alors, moralité, quand vous vous retrouvez en pleine lumière tout d'un coup, eh ben, vaut mieux faire le ménage sur vos comptes Facebook ou Twitter, ou tout de moins anticiper sur ce qui pourrait ressortir, car votre réputation peut vous coller à la peau pour des lustres. L'empreinte numérique ne s'efface jamais totalement sur le net, donc attention à la boîte à archives. Et attention à tout le monde. Rachid Temal, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'anecdotes? C'est vrai que maintenant, tout le monde va chercher dans le passé des nouveaux dirigeants, des nouveaux ministres. Vous dites c'est bien, c'est de la transparence, ou attention, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas chercher des poux gratuitement. Il y a plusieurs choses, parce que dans vos exemples, il y a de tout. Bon, si je prends Marlène Schiappa, il faut juste assumer qu'il fut un temps où elle était contre le décalage de la retraite et qu'aujourd'hui, elle est pour le recul de l'âge de la retraite. Je pense que dans ce cas-là, il faut l'assumer. Elle a changé d'avis. C'est ainsi, et je pense que c'est mieux pour elle. Olivier Dussopt, pareil, j'ai eu d'ailleurs à l'exclure quand il est passé dans le gouvernement. Le mardi, il avait des amendements socialistes au Sénat, à l'Assemblée, pardon, et la semaine d'après, il était sur le budget ici et il avait des amendements contraires. Bon, c'est un fait, c'est des choix politiques, il faut juste assumer leurs choix. Après, si on sort de la partie politique et anecdotique et drôle, après, il y a une vraie question, mais ça renvoie à d'autres questions, c'est qu'aujourd'hui, le numérique prend position sur tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre identité, même informatique, est prise par les GAFAM. Donc il y a une vraie question de fond, pas pour protéger les déclarations, mais je crois qu'il y a une vraie question de fond sur ce qu'est une démocratie, quand de fait, l'identité aujourd'hui numérique est pillée par les GAFAM, et quand de fait, ce que vous allez chercher sur Google, c'est l'algorithme de Google qui vous dit ce que vous allez voir en premier. Donc tout ça doit aussi nous interroger sur la démocratie. Je ne parle pas de la partie se protéger. Non. Il y a l'irréputation aussi, le côté boîte à archives qui était quand même beaucoup moins simple avant. En fait, là, n'importe qui peut aller rechercher des... Mais moi, ça vous fait peur parfois? Vous vous dites, aïe, 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 j'espère qu'on n'ira pas chercher moi, par des exemple, choses. je suis pour la suppression de l'anonymat. D'ailleurs, moi, par exemple, quand je suis sur Twitter et que des gens viennent parler ou commenter sur mes tweets, je peux leur répondre. Dès lors où je mets les insultes de côté, que je supprime, enfin, que je bloque. Mais quand les gens sont anonymes, je ne parle pas. Parce que je considère qu'aussi, si on veut parler, on peut débattre, c'est pas l'anonymat. Non, mais quand je disais, est-ce que vous avez peur, c'est si un jour vous êtes nommé ministre, est-ce que vous auriez peur qu'on aille déterrer des choses? Non, mais peu importe. Je vous dis, si un jour peu importe, vous êtes... D'accord, mais si vous êtes nommé ministre un jour, est-ce que vous auriez peur qu'on aille exhumer, déterrer des choses que vous ne voudriez pas qu'on voit sur la place publique? En tout cas, moi, je considère que tout ce que je mets sur les réseaux sociaux est public, parce que c'est le choix. Moi, j'ai fait un choix, par exemple, de ne mettre que des aspects liés à mes fonctions d'élu, ou en tout cas de dirigeant d'un parti. Donc rien de privé?
Non, parce que je considère que quand vous mettez les choses privées, vous impactez des gens qui, eux, n'ont pas fait le choix d'être dans la lumière. Donc c'est aussi une façon de voir les choses. Après, la société est ainsi faite, et que parfois, je pense que notamment, et d'ailleurs je pense que ce qu'on a fait, ce qui a été adopté sur la loi dite Avia, je crois, n'est pas à la hauteur des enjeux. Moi, je reste encore une fois, je reviens sur mon idée qui est, je crois que sur la question numérique, c'est une chance, sauf qu'aujourd'hui, ce qui était une liberté au départ d'Internet, maintenant, qui dirige? Aujourd'hui, quand vous êtes dans un pays, une démocratie, vous votez pour faire en sorte de changer de dirigeant. Là, vous avez des GAFAM qui sont capables demain de lever des monnaies, qui ont une capacité de choisir, de trier ce que vous avez lire ou pas lire, et donc la question de conscience, et qui prennent votre identité numérique. Je considère que là, c'est une vraie question démocratique qu'il faut, à mon avis, prendre à bras-le-corps. Allez, Fanny Conquet, on va continuer avec vous. On va ouvrir une petite page actualité du Sénat. Des auditions aujourd'hui autour du projet de loi bioéthique. Oui, alors on va d'abord rappeler que ce projet de loi bioéthique a été présenté en Conseil des ministres en juillet et voté mi-octobre à l'Assemblée nationale. Depuis 2 mois, au Sénat, une commission spéciale se penche sur ce texte avec de très nombreuses auditions, des auditions de représentants des cultes, des universitaires, mais aussi des ministres. Hier, c'était Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé des droits de l'enfant, qui étaient auditionnés. Au cœur des discussions, évidemment, une des mesures phares de ce projet de loi, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris les couples de femmes et les femmes seules. Et certains sénateurs ont exprimé leurs craintes, leurs questionnements sur l'absence de filiation paternelle, sur les conséquences de ce nouveau type de famille, sur le bien-être et le développement de ces enfants. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, a rappelé les résultats de certaines études. Écoutez. Ce sont effectivement près de 700 études qui ont eu cours au cours des 40 dernières années, plutôt à l'étranger, par construction, sur les familles monoparentales ou sur les femmes seules. Et ces études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet délétère pour l'enfant, pas de vulnérabilité supplémentaire qui pourrait naître d'avoir été élevé dans ces structures familiales-là. Alors, autre interrogation à des sénateurs, est-ce que la PMA pour toutes va ouvrir le droit à l'enfant et donc la gestation pour autrui à laquelle les couples d'hommes pourraient vouloir avoir recours? Là encore, réponse claire du gouvernement. Pour la GPA, on ne peut ni prétendre qu'il y a un droit à l'enfant, ni dire que le principe d'égalité joue. Et il se trouve que dans notre droit, nous avons clairement inscrit dans le Code civil l'interdiction de la gestation pour autrui. Ce matin, la commission a donc poursuivi ses auditions avec, cette fois, les représentants des associations de familles homoparentales et les associations LGBT. Oui, alors on rappelle que cette commission spéciale avait entendu début décembre les associations de familles contre la PMA, comme la Manif pour tous. Et ce matin, c'était donc au tour des familles favorables à la PMA, les familles homoparentales et LGBT. Et qui dit nouvelle manière de procréer, dit aussi nouvelle filiation. C'est un des points les plus sensibles de ce projet de loi. Le texte prévoit que les couples de femmes qui ont recours à la PMA devront faire une reconnaissance anticipée de l'enfant, donc avant sa naissance devant un notaire. Mais c'est un sujet qui fait débat. Les sénateurs eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit d'une question très sensible. Est-ce que cette nouvelle filiation induit une différence et donc une discrimination avec les autres enfants? Écoutez. Certaines associations disent que oui et d'autres disent que non. Alors pour le législateur que nous sommes, c'est effectivement un point de doute encore. Je pense que la commission y travaillera très sérieusement avec un nombre d'auditions aussi sur le même sujet. J'ai entendu aussi une préoccupation sur l'enfant, sur le fait que l'enfant devait pouvoir être accueilli, connaître ses origines, avoir une filiation établie dans de bonnes conditions. Alors on rappelle que ce texte devrait arriver dans l'hémicycle en janvier et les discussions, on imagine, vont être vives. Vous avez un avis clair, tranché, vous, Rachid Temal, sur ces questions? D'abord, l'ouverture de la PMA à toutes, déjà, et dans un second temps, la GPA. Juste, moi j'ai un regret, si je peux me permettre. C'est qu'on ne parle que de la PMA? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu donc un travail qui a été fait par la Commission nationale sur la révision des lois bioéthiques. Et il y avait, parmi les sujets les plus importants, il y avait la question de la fin de vie. Et le gouvernement, moi je regrette qu'il ait retiré. Alors avec Martine Filleul, une de mes collègues sénatrice du Nord, on va déposer une proposition de loi, parce que voilà, je voulais dire, parce que je pense aussi un élément, c'est dommage que c'était le sujet le plus abouti et qui a été le plus évoqué sur la plateforme et qui a été mis de côté. Sur la PMA, moi je suis favorable à la PMA.
Pour toutes. Oui, je suis favorable à la PMA. Je ne suis pas favorable à la GPA. J'entends qu'à partir de là, il y a des problématiques, notamment les enfants nés à l'étranger de GPA qui reviennent. Donc c'est une vraie question qu'il va falloir traiter. En tout cas, moi, sur ça, c'est la PMA, pas de discrimination entre les enfants. Je crois qu'il peut aussi avoir une possibilité pour l'enfant, une fois adulte, il faut déterminer l'âge, de savoir quelles sont ses origines, etc. Donc voilà. Après, je vais donc attendre la fin des travaux des commissions, parce qu'il faut qu'il y ait un sens à tout ça, et entendre justement les uns et les autres. Et puis, je voterai bien sûr avec mes collègues. Et je considère que c'est un sujet important, c'est un sujet de société. Je crois qu'il faut, sur la PMA, le faire et refuser la GPA. Mais à partir du moment où on offre la possibilité à des couples de femmes d'avoir un enfant, comment le refuser à des couples d'hommes? Est-ce que c'est l'argument des associations LGBT, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inégalité profonde? Oui, mais vous évoquez un droit, mais il faut entendre ce que c'est que la GPA. Je veux dire, aujourd'hui, la gestation pour autrui, ça pose d'autres questions. Et on ne peut pas juste dire c'est juste le droit à l'enfant, et puis on ne regarde pas ce qu'il y a derrière cela. Donc moi, je reste persuadé qu'encore une fois, la frontière, elle est bien là. PMA, mais pas la GPA. Et ce gouvernement, normalement, devrait s'y tenir, puisqu'il le dit lui aussi. Il dit comme vous. PMA, oui, GPA, non. Vous avez confiance? Moi, j'attends encore une fois de voir ce que sera la fin de la commission spéciale sur les lois bioéthiques. Je vais lire comme mes collègues, je vais regarder les conclusions. Je sais que c'est un débat qui fera, d'ailleurs, beaucoup de débats pour certains au nom de leurs convictions personnelles, que je respecte. Et après, en tant que législateur, en tant qu'homme de gauche, je voterai, bien évidemment, cet aspect-là. Mais dans cette loi-là, il y a beaucoup d'autres choses, d'ailleurs des choses qu'on peut aussi même découvrir, qui sont très importantes, très intéressantes, et qui touchent notamment ce qu'est l'humanité, ce qu'est notre vision aussi de ce que son développement, etc. Et c'est un sujet passionnant. Alors moi, je ne suis pas dans cette commission, donc je m'en occupe moins, mais je sais que celles et ceux qui y bossent, je salue en tout cas leur volonté d'avancer, de faire avancer, en tenant compte, encore une fois, de la vie, des règles, de la législation, etc. Autre actualité au Sénat avec vous, Tam Tranui, une table ronde sur l'alimentation saine et durable cette fois, et sur le rôle des collectivités locales sur ce sujet. Et oui, qui n'a pas fait la grimace à la cantine devant des choux de Bruxelles sortis tout droit d'une boîte et qui n'ont peut-être jamais vu la terre. Pas que des choux Bruxelles. Voilà, on est tous d'accord. Ce matin, en tout cas, on a pu découvrir au Sénat des maires qui font autrement pour nos chères têtes blondes. C'est une expression. On a parlé agriculture bio ce matin, agriculture locale, agriculture bio et locale et pas trop chère. Cela avec des maires très volontaristes. Exemple avec le maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine qui nous explique ce matin son projet. Pour l'instant, Gennevilliers a 30% d'alimentation bio et nous avons une cantine intercommunale. Nous avons créé un syndicat et donc nous produisons nous-mêmes les repas. Et nous allons travailler avec la ville d'Argenteuil pour essayer de récupérer 40 hectares de terres agricoles qui sont aujourd'hui en friche. Et nous travaillons à un recensement, à un remembrement pour remettre des maraîchers et faire en sorte que dans 4 ans, on puisse avoir une production locale dans le territoire qui alimenterait les cantines du territoire de ce nord parisien. C'est bien, c'est la preuve qu'on peut être maire sur un territoire très urbain et miser quand même sur l'agriculture locale. Oui, bio et local, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément dans un territoire de banlieue parisienne. D'ailleurs, comment ça se passe dans le Val d'Oise, Rachid Temal? Est-ce que vous avez ce genre de projet? Question piège. Non, parce que vous voyez, c'est que pour répondre aux questions, Gennevilliers est dans le 92, Argenteuil est dans le Val d'Oise. Oui, absolument. Et vous voyez bien, c'est un partenariat, puisque c'est bien sur Argenteuil. Vous êtes sauvé par ce que dit le maire de Gennevilliers. Non, je vais vous dire après moi ce que je pense. Moi je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il y a la question de l'énergie, la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et je crois que ça doit être ensemble. Et donc ce travail doit être mené. À part cela, dans le Val d'Oise, on a effectivement des réflexions. Il y a, vous savez, le projet autour du triangle de Gonesse, il y a la plaine de Pierre-les-Bessecours près de chez moi, et puis globalement, le Val d'Oise, je vous rappelle, il y a beaucoup de terres agricoles et qui produit beaucoup. Donc le Val d'Oise n'a pas de souci sur cela. Après, la réalité, on le sait bien. Il faut aussi adapter notre législation à beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il y ait une capacité de permettre à des cantines de servir du bio de proximité, sur les appels d'offres, il y a 2-3 détails. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lancez un appel d'offres dans une mairie, il y a des volumes conséquents. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette capacité-là. Donc moi, je pense qu'il faut adapter cela et qu'il faut développer, bien évidemment, le bio. Ou en tout cas, des choses... Après, il y a une question du coût. Oui. Il y a une question du coût. Parce que vous avez des agriculteurs qui vous disent, avant que ça soit rentable, ça prend du temps et il faut m'assurer que je n'ai pas de baisse de revenus. Donc la loi Egalim n'a pas réussi à répondre à ça, mais voilà. Donc moi je suis totalement favorable, mais je dis voilà, il faut prendre, c'est un vrai sujet et effectivement partout on peut le faire dorénavant.
Oui, et d'ailleurs, c'est le cas de la commune dans les Alpes-Maritimes de Montsartou qui est passée au bio, d'ailleurs après la crise de la vache folle. Elle y est passée en 1998 et à coût constant, voire plus faible grâce à des efforts sur le gaspillage alimentaire. C'est la preuve aussi que contrôler l'alimentation, ce n'est pas une lubie bobo récente comme le disent certains, mais ça peut être une réponse à de graves crises sanitaires. Et ce matin, Tam, vous avez aussi entendu Daniel Cueff, le désormais célèbre maire de Langouette. Oui, Langouette, ce village d'irréductibles bretons très rétifs aux pesticides. Daniel Cueff a expliqué être passé à la cantine bio il y a 16 ans grâce à ses boulangers, ses agriculteurs bio et locaux, sa Biocop, sauf que patatras, non loin d'eux, il y a aussi des agriculteurs qui utilisent des pesticides de synthèse, d'où son désormais célèbre arrêté antipesticides. On l'écoute. Nous n'arrivons pas à les convaincre par la discussion, donc je suis obligé de prendre des mesures d'autorité en disant est-ce que dorénavant vous ne pourriez pas éloigner les pesticides de synthèse des habitations parce que les gens respirent malgré eux des pesticides de synthèse, ils n'en veulent plus. C'est une atteinte à leur liberté, ils ne veulent pas en consommer malgré eux. Nous allons les aider. Je me suis engagé auprès d'eux à prendre l'entièreté des surcoûts qu'il pourrait y avoir en changeant de modèle. Oui, donc il leur tend la main, Daniel Cueff. Il a une parole plutôt mesurée ce matin, mais rappelons tout de même qu'avec son arrêté antipesticides, il a relancé à lui tout seul la guerre entre les pros et les antipesticides. On sort de plusieurs mois d'ailleurs de manifestations des agriculteurs qui protestent contre l'agribashing et ce qu'ils considèrent comme une caricature de leur métier. Alors, Tam, est-ce que les sénateurs sont sortis convaincus de ces témoignages? On peut dire que beaucoup sont sortis très motivés, en tout cas par ces échanges de bonnes pratiques et ces beaux exemples. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de contradictions, c'était un peu cuit-cuit les petits oiseaux. Écoutez d'ailleurs le président de la délégation aux collectivités, Jean-Marie Bockel, et puis le sénateur écologiste Joël Labbé. Pour eux, il y a encore du travail, mais on est sur la bonne voie. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Moi, je pense notamment à la question des cantines scolaires, des circuits courts, etc. Parce qu'on va à l'encontre d'habitudes anciennes et qui avaient à une certaine époque leur légitimité. L'ANSES, tout dernièrement, il y a une quinzaine de jours, vient de décider que 30 produits à base de glyphosate sont interdits. Autorisation de mise sur le marché retirée. C'est dire que les lignes sont en train de bouger. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et au niveau entre nous, au niveau de nos débats. Oui, les débats évoluent, nous explique-t-il, aussi parce qu'il y a des avancées scientifiques et que la demande citoyenne se fait de plus en plus forte, de plus en plus pressante, mais cela demande de changer les habitudes et surtout de changer la loi. Et c'est bien là qu'est le hic. Dans les faits, il a fallu des débats homériques pour inscrire dans la loi l'objectif simplement de 20% de bio dans les cantines en 2022. Rappelons d'ailleurs que le Sénat s'y était opposé dans un premier temps. Et à l'époque, d'ailleurs, Joël Labbé, le même, avait pointé du doigt l'influence du puissant syndicat qu'est la FNSEA. Même chose sur les pesticides avec d'autres lobbies, on le sait. Bref, les déclarations d'intention, c'est une chose, c'est une bonne chose, mais passer aux actes, cela en est une autre. Rachid Temal. Non, c'est vrai, c'est que vous venez de le dire. Alors, le Sénat s'est opposé, vous voulez dire la majorité au Sénat. C'est pas tout le monde. Certes, ce n'est pas il avait donc emporté. Voilà, mais non, mais bien sûr, c'est la loi c'est la loi de la majorité. Mais de la démocratie. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, faisons pas non plus des agriculteurs les coupables de tout, parce qu'ils sont aussi eux-mêmes victimes d'un système qui fait qu'à la fin, leur production, ils doivent le vendre, notamment, et quand on sait qu'en France, il y a 5-6 grosses coopératives qui fixent les prix, je veux dire, c'est aussi là qu'il faut regarder, parce que si on ne va pas toucher ce verrou-là, rien ne sera possible. Et moi, je l'ai vu d'ailleurs, quand on discute, le 6 novembre dernier, je faisais venir un collègue dans mon département, notamment sur ces questions-là, et on a travaillé avec des agriculteurs, des élus locaux, dans le parc naturel régional du Vexin français, donc à Us, comme ça vous saurez tout, vous verrez, là-bas aussi, donc des agriculteurs, et on a essayé d'échanger sur justement, effectivement, comment on peut aujourd'hui changer de modèle. Et on voit bien qu'il n'y a pas de guerre de tranchées, parce que personne se dit les produits c'est bien ou c'est pas, personne se le dit. La question qui est posée, c'est comment chacun peut aller vers un objectif commun. Donc il faut sortir de cette guerre de il y aurait les méchants et les gentils. Voilà, il faut regarder où on peut agir. Et je le dis. Mais est-ce que parfois il ne faut pas mettre des contraintes dans la loi pour que vraiment les pratiques évoluent ou mettre vraiment des objectifs contraignants? Mais auprès de qui vous mettez les contraintes? La question aujourd'hui, c'est qui a des capacités financières énormes de fixer les tarifs et donc de fait de fixer le mode de production. Et dernier élément, le gouvernement aujourd'hui a du retard. Quand vous êtes agriculteur bio en France et vous demandez des aides, vous savez, pour l'instant il y a 2-3 ans de retard. Donc il y a un coût qui est directement pour l'agriculteur. Donc quand on regarde tout cela, il faut bien voir que moi je suis pour changer de système et je pense qu'il faut le faire. Mais il faut qu'on ne laisse pas l'agriculteur seul
Mais vous comprenez les difficultés des agriculteurs à changer de modèle, quoi. Bien sûr, mais parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le niveau de revenus des agriculteurs et leur dépendance à un système qui soit de la PAC ou qui soit via des grands groupes qui tiennent les prix, ils ne sont pas eux-mêmes totalement libres. Donc je crois qu'il faut les aider plus que leur mettre la tête encore sous l'eau. Ça n'enlèverait, encore une fois, moi je suis pour le bio, etc. Je dis juste, quand on prend une mesure, il faut s'assurer que tout le monde puisse y arriver. Eh ben merci beaucoup Rachid Temal d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés tout au long de ce club. Merci à toutes les trois d'y avoir participé. Les choses évoluent à Matignon. C'est évidemment le sujet de notre grand débat dans un instant. On a déjà pas mal d'infos puisque certains leaders syndicaux sont sortis de cette réunion avec Édouard Philippe. Édouard Philippe qui devrait s'exprimer dans les minutes qui viennent. C'est ça, Quentin Calmet, vous suivez tout cela pour nous ? Exactement, Rebecca. Les 6 organisations syndicales et les 3 organisations patronales sont en train de quitter Matignon en ce moment même. Peut-être voyez-vous sur les images de Jonathan Dupriez, Yves Verrier de Force Ouvrière qui est en train de s'exprimer en ce moment même. Mais donc on a déjà eu quelques échos de la réunion qui avait lieu cet après-midi, notamment Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui, vous allez l'entendre, n'a pas caché sa déception avec ces 2 heures de réunion sans annonce, tout simplement pour préciser un calendrier de travail sur quelques mesures à la marge, alors que lui demande le retrait du projet de réforme. Écoutez Philippe Martinez. Je vous dis qu'il n'y a rien de changé par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Si ce n'est un programme de réunion qui est prévu, je crois, de démarrer début janvier pour parler de tout ça. Donc c'est beaucoup de promesses, toujours des promesses pour tout le monde, rien de concret. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. Voilà, Philippe Martinez qui annonce déjà une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le 9 janvier prochain. Mais alors, du coup, il y a bien quelques points sur lesquels le Premier ministre a annoncé un calendrier de travail. Alors, quels sont-ils ? Eh bien, d'après ce que nous disent les syndicats à la sortie de Matignon, il y a le dossier de la pénibilité. Effectivement, le MEDEF a parlé du 3-8. Effectivement, également le minimum contributif. Alors, c'est un peu barbare, mais il s'agit en fait du minimum dans les pensions de retraite. Ça va donc être l'occasion également de négocier avec les partenaires sociaux. Également, les fins de carrière. Vous voyez, les retraites progressives pour les départs à la retraite. Et le point crucial, le 4e point, l'équilibre du système des retraites. Et visiblement, eh bien, Matignon ne lâche pas l'idée d'un âge pivot. Il y aura simplement des négociations sur cet âge et donc pas de quoi répondre à la colère de la CFDT. Laurent Berger l'a redit à l'instant, il y a un désaccord sur l'âge d'équilibre et sur la méthode elle-même, a même rajouté Laurent Berger. Il a dit qu'il ira travailler aux invitations à sa réunion de travail de l'exécutif, mais il y a bien un problème sur cet âge pivot, il le maintient. On a entendu également quelques organisations patronales s'exprimer à la sortie il y a un instant. On le voit, eux sont davantage rassurés par cette réunion aujourd'hui. Une réunion qui, donc je vous le rappelle, Rebecca, ne voit pas d'évolution majeure, mais simplement le Premier ministre, qui devrait s'exprimer dans un instant, va annoncer un calendrier de travail sur 4 points qui sont en négociation. Je vous les redonne, pénibilité, minimum contributif, fin de carrière et donc cette question de l'âge pivot. Merci beaucoup Quentin Calmet. Vous êtes accompagné de Jonathan Dupriez ce soir et vous continuez évidemment de suivre tout cela pour nous. On va entamer notre grand débat avec nos invités que je vous présente immédiatement. Jannick Halimi, bienvenue. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. François Calfon, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste et cofondateur de Gauche Nouvelle. François Moreau, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président de la société de conseil en ressources humaines LHH Alt Média, spécialiste du dialogue social et co-auteur de ce livre, Entrepreneur, magicien et prophète. Bruno Cotresse, bienvenue à vous également. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF. On vient de l'entendre de la part de notre journaliste Quentin Calmet, ça semble patiner ce soir. Les réactions des syndicats, vous les avez entendues, sont assez mesurées pour ne pas dire plus. Philippe Martinez annonce déjà une nouvelle journée d'action interprofessionnelle pour le 9 janvier. C'est dire à quel point il n'a pas été convaincu par Édouard Philippe.
Philippe et à quel point la situation semble encore bloquée. Et Laurent Berger qui persiste à dire qu'il y a décidément un accord sur cet âge d'équilibre, mais aussi sur la méthode, et c'est peut-être un peu nouveau. François Calfon, on a le sentiment qu'on est bloqué. Ben oui, et en fait, je pense que tout le monde n'a pas le même agenda. Naturellement, l'agenda du président, enfin du patron de la CFDT, il est social, comme gestionnaire du système. Et en face, on semble avoir un pouvoir politique à ce stade, je ne refais pas tout le débat sur les retraites, qui a un agenda de nature politique. Puisque quand vous regardez les études d'opinion, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande majorité de Français qui est contre, ça a été confirmé par un sondage ELAB, cette réforme des retraites, qui impacte tout le monde. Mais il y a aussi une minorité de Français, 25-30, qui sont en fait l'électorat de droite classique, qui finalement est dans une logique de parti d'ordre et de souhait de cette réforme. Or, il me semble, mais c'est mon interprétation ce soir, il me semble que le choix, autrement ça ne s'explique pas, père de la CFDT, on nous aurait dit ça il y a 3 mois, personne n'y aurait cru. Il me semble que l'agenda est de nature politique, comme d'ailleurs il l'avait été aux européennes, souvenez-vous, où le pouvoir en place, alors que c'est une grande proportionnelle, avait souhaité organiser un duel fictif entre le... Donc ce gouvernement prendrait le risque de se mettre à dos une énorme partie du pays avec ce blocage? Moi je pense que... Pour des raisons politiques. Et y compris, alors moi je ne suis pas commentateur, je laisserai ça à une journaliste éminente qui est en face de moi. On va lui donner la parole dans un instant. Il y a bien 2 têtes dans l'exécutif et il semble aussi qu'il y ait des contradictions internes à l'exécutif. Oui, Jannick Halimi. Avant ces contradictions internes possibles, effectivement, parce qu'il y a eu un papier du Parisien très intéressant sur le sujet et on en parlera dans un instant, mais sur cette situation de blocage ahurissante. On a une réunion multilatérale, une énorme partie de l'après-midi et les syndicats en ressortent avec exactement le même discours qu'hier. Alors oui et non, exactement le même discours pour la CGT, mais enfin là, il fallait vraiment être naïf, pour croire que M. Martinez allait tout d'un coup être convaincu de la légitimité de la réforme, quelle qu'elle soit, qui est sur les fonds baptismaux, sur M. Berger, effectivement, c'est de lui qu'on attendait il n'a pas appelé à lever la grève. En revanche, s'il faut quand même rester optimiste sur l'évolution d'une sortie. Je ne dis pas qu'il faut être optimiste sur le fond, pas par rapport à la réforme. C'est pas, de toute façon, ce n'était pas votre question. Il semble tout de même, enfin, il ne semble pas, il a dit qu'il ne se joignait pas à la manifestation, la journée de mobilisation nationale qu'a annoncé la CGT, alors que la CFDT s'y était ralliée en début de semaine. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire que tout est fini, mais il y a peut-être quand même au moins un espace temporel, j'allais dire. La trêve, on n'en sait rien. Pour le moment, la trêve de Noël, il l'appelle, mais on ne sait pas s'il aurait fallu écouter l'UNSA. Si jamais elle levait l'UNSA très présente à la RATP, ça aurait quand même désengorgé Paris, ce qui est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas ce qu'a dit l'UNSA. Il n'y a pas d'annonce de cet ordre pour l'instant. Il n'annonce pas la levée du blocage, il n'annonce pas qu'il y aura une trêve pour Noël. Petit élément peut-être pour dire que M. Berger donne un peu plus de temps à la négociation et deuxième élément, donc ne se joint pas à la CGT, à la journée de mobilisation nationale annoncée par M. Martinez. On va poursuivre la discussion, mais peut-être qu'on va aller tout de suite entendre Laurent Berger, puisque nous avons coupé un extrait de sa déclaration à sa sortie de cette réunion avec Édouard Philippe. Laurent Berger. Sur le point qui fâche, comme j'ai dit tout à l'heure lors de la réunion, il y a un désaccord sur la question de l'âge d'équilibre. Il y a d'abord un désaccord, comme je l'ai dit, sur la temporalité, qui consiste en gros à dire qu'il y aurait besoin urgemment de mesures punitives pour les travailleurs. Et deuxième point, il y a un désaccord sur la méthode elle-même, qui est cet âge d'équilibre, qui, je le rappelle, va toucher des travailleurs qui, en 2022, 2023 et les années qui suivent, auront leur taux plein pour partir à l'âge légal à 62 ans, mais seront obligés, contraints de faire un peu plus. Bruno Cotterêts, vous êtes surpris, vous, qu'il ne semble pas y avoir d'avancée majeure ce soir à l'issue de cette réunion? On peut être surpris au plan de l'analyse politique qui normalement conduit des acteurs à un moment donné à minimiser les coûts qu'ils peuvent avoir, parce que là on est pour le moment dans une situation où les coûts peuvent être très élevés pour tout le monde. C'est-à-dire dans une négociation de cette nature, plus on va retarder le moment où on fait des concessions, plus elles vont apparaître comme des renoncements. Et là ça devient très coûteux, on peut aboutir à des situations totalement paradoxales où il serait dans l'intérêt de tout le monde de trouver un accord, mais plus le temps passe et plus c'est coûteux, et donc plus on reporte. Ce qui me surprend moi, alors effectivement, tout le monde n'a pas le même agenda, c'est sûr, mais quand on regarde les données d'opinion,
on voit que tout le monde n'a pas également la même vision sur l'ensemble du projet du gouvernement. Si on regarde la question des régimes spéciaux, sur les régimes spéciaux, l'enquête ELAB dont on parlait montre qu'il y a plutôt une adhésion des Français à la remise en cause des régimes spéciaux. Si je prends un deuxième plan qui est l'idée Macron, Laurent Berger, en fait, d'un système universel à point, on ne sent pas une adhésion très forte. Il y a une 50-50, c'est assez mou, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais parce que tout se mélange peut-être avec un manque de confiance en ce gouvernement qui vient... Et il y a l'âge pivot qui lui est clairement rejeté. Et le risque aujourd'hui pour le gouvernement, c'est qu'évidemment l'ensemble des craintes, de tout ce que nous voyons... lui soit défavorable. Finissent à ce que l'appréhension, le rejet de cet âge pivot finisse par tout emporter sur son passage et donne à ce moment-là une nouvelle clé de lecture à l'opinion qui est mais en fait cette réforme est injuste. Et donc puisse contaminer y compris des éléments d'accord qui existent dans l'opinion, peut-être un système plus universel, sans doute la fin des régimes spéciaux. Donc on est un peu dans une sorte de situation presque un peu absurde du point de vue du comportement rationnel des différents acteurs et surtout du côté du gouvernement. François Moreau. On peut être inquiet, c'est-à-dire qu'en début de semaine, on peut avoir un peu d'espoir. Suite à l'agenda des réunions d'hier et des réunions d'aujourd'hui, on voit vraiment qu'on est dans l'enlisement, on est loin de la sortie de crise. Clairement, il y a deux fronts, c'est la guerre de tranchées qui s'installe, qui dure maintenant depuis, on est quand même au 15e jour aujourd'hui. Un front désunis du côté des syndicats, où il y a loin d'avoir une ligne claire. Un Laurent Berger qui fait un point dur de ce fameux H pivot, une CGT et FO qui souhaitent le retrait du projet, et puis ils ne sont pas d'accord non plus sur la conduite des grèves pendant les vacances de Noël, et puis de l'autre côté un gouvernement qui n'a pas gagné la bataille de l'opinion, loin de là, puisque les derniers sondages montrent que les Français peuvent être pour la fin des régimes spéciaux, mais en tout cas, ils sont pas pour la réforme. Et là, il y a, pour moi, un sujet majeur qui est la pédagogie et le fait de marquer et de faire comprendre aux Français l'intérêt de cette réforme, en tout cas pour le gouvernement qui estime que ça amènerait plus de justice sociale. Or, on en est loin aujourd'hui. On va poursuivre cette discussion. On va d'abord aller en salle des conférences pour recueillir la réaction de Gérard Longuet. Alexandre Poussard, vous êtes aux côtés du sénateur LR. Et oui, Gérard Longuet, finalement, le Premier ministre ne fait pas de concession sur cet âge d'équilibre à 64 ans, pas de concession à la CFDT. Pour vous, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Il ne pouvait pas faire autrement. Sur le plan des tactiques, de toute façon, il n'y aura aucune solution avant Noël, avant les rassemblements familiaux de fin d'année. Et Édouard Philippe le sait. S'il lâche aujourd'hui quelque chose de significatif, il démarre en janvier en position de faiblesse. D'autre part, je crois que sincèrement, Édouard Philippe, et d'ailleurs mathématiquement il a raison, pense qu'on ne peut équilibrer le régime de retraite, ce qui est quand même l'objectif, qu'en travaillant le plus possible à 64 et au-delà. Et donc l'âge pivot est en effet une demande de bon sens pour équilibrer le système. C'est pas ce que voulait le président Macron quand il était candidat. Et là, il y a une divergence entre les deux. Et justement, il y a peut-être apparemment une division au sommet de l'État entre d'un côté Emmanuel Macron qui serait prêt à davantage faire de concessions sur cet âge d'équilibre. Oui, parce que Emmanuel Macron se bat d'abord sur la réforme de structure, sur la retraite à points, qui, entre nous, a l'avantage, par sa complexité, de pouvoir manipuler à peu près tous les chiffres et tous les résultats. C'est sans doute d'ailleurs ce qui inquiète les syndicats. Édouard Philippe est Premier ministre, son horizon est à plus court terme, c'est de donner un signal fort pour montrer que la France maîtrise ses déficits publics. Il faut quand même savoir que la RATP et la SNCF, c'est une affaire à 6 milliards d'euros payés par le contribuable chaque année. C'est très très lourd sur les finances publiques. Mais rester ferme juste avant les fêtes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retournement de l'opinion contre le gouvernement ? Vous savez, l'opinion, elle est très partagée, parce que d'un côté, elle ne sait pas très bien ce qu'il attend, à juste titre, en ce qui concerne les grèves. Elle sent confusément qu'il faudra travailler plus, et ça ne fait plaisir à personne. En même temps, le fait de maintenir la grève en période de vacances et de vacances familiales, c'est pas une bonne opération pour les grévistes, mais ça démontre leur volonté. Vous savez, c'est un jeu de rôle, chacun est dans le sien, les grévistes dans le leur, et comme toujours, c'est les franciliens, principalement eux, et aussi à travers les SNCF des provinciaux, qui sont otages de ce conflit.
Donc pour vous, en termes d'image, ce sont les grévistes, les syndicats qui vont pâtir de cette réunion qui n'aboutit à de la d'autres réunion. en fait. Non, ils vont souffrir d'empêcher les gens de se retrouver en famille pour Noël. Ça, c'est, je crois que beaucoup de familles ne leur pardonneront pas et ne se poseront pas la question de savoir si c'est la réunion de Matignon qui était trop dure ou trop douce, trop tardive ou trop prématurée. Ils constateront que factuellement, les familles ne peuvent pas se retrouver et ça les marquera profondément. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Merci. Longuet, pour votre analyse. Merci beaucoup, Alexandre. François Calfon, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais remettre un peu en perspective tout ça. Enfin, je crois que s'il y a une bataille qui a été perdue d'ores et déjà par le gouvernement, c'est celle de la clarté, de la cohérence. Hein, Ça, ils l'admettent même au sein d'En Marche, d'ailleurs, ils le disent. Non, mais les d'accord, sénateurs mais En je Marche veux dire, ici le disent. si vous reprenez l'agenda sur les retraites depuis l'élection présidentielle, il dit je vais faire une réforme systémique, mais pas question de réforme comptable. Encore en juillet dernier, il y a une déclaration que tous les syndicats, y compris moi-même, sur juillet, et moi-même peux reprendre à mon compte. Ensuite, pendant à peu près acte 2, on nous a dit on va enjamber les municipales et on reprendra ce débat au lendemain des municipales. Et suite à la mobilisation, il y a une sorte d'accélération des choses. Ça, c'est sur la rythmique. Donc personne n'y comprend plus rien parce que c'est incompréhensible. Deuxième chose, on en parlait un peu pendant ce duplex sur ce plateau, est-ce que les gens ont interprété, parce que c'est à cela que la bataille d'opinion doit être gagnée ou perdue suivant le gouvernement, ont interprété que c'était une réforme des régimes spéciaux ou de l'ensemble des retraites? Je crois plutôt que les Français ont compris, tout simplement parce que c'est la vérité, que les années de cotisation, ça concerne 100% des fonctionnaires, que les 25 meilleures années versus l'ensemble de la carrière, ça concerne 100% des salariés du privé, et que sur le reste, pardon de le dire, il y a une très très grande confusion. Je lisais ce matin dans la presse sur, par exemple, la question des femmes sont-elles gagnantes ou perdantes? Eh bien, vous avez quand même une union sacrée que moi-même, en me pinçant, je n'aurais pas cru. D'un côté, les associations traditionnelles, catholiques, familiales, et de l'autre, les féministes. Mais on qui n'a pas tout, François Calfon. Non, parce que, pardon, je ne suis pas en train de vous dire... Les associations de catholiques par des mères de plusieurs enfants. Je termine. Donc, précisément... Rapidement, parce qu'on va faire tourner la parole. Je ne suis pas en train de dire que j'ai tout, mais pour, comme ça, avoir la conjonction des contraires et en fait ne pas avoir la réponse, parce que la réponse n'a pas été fournie, tout simplement, eh bien, ça nourrit toutes sortes de contestations. Et c'est comme ça qu'on parle de coagulation, très éparses, qui finalement finissent par créer un bruit de fond, d'ailleurs on l'a sur ce plateau, un bruit de fond qui n'est pas, sur la lecture de la clarté de ce projet gouvernemental. Écoute, moi je suis d'accord en partie avec ce qui vient d'être dit, c'est que cette réforme qui était présentée par le candidat Macron et par le président Macron comme étant une réforme majeure, une réforme mère, donc on pensait être pensée, préparée et pouvoir être vendue, entre guillemets, pour parler trivialement, à l'opinion publique de façon cohérente et persuasive. Là, c'est tout le contraire. C'est l'échec de ce côté-là. Alors, écoutez, c'est l'échec total. Ouais. Il est vrai qu'en termes de calendrier, d'agenda, la réforme a été reportée plusieurs fois. Dit-on pour laisser la place à la concertation, négociation, discussion, tout ce qu'on voudra, raison de plus, pour qu'elle soit bien préparée et pour que ces fameuses, au moins, lignes rouges, aussi bien du côté du patronat que du côté des syndicats, au moins des syndicats réformateurs, ne soient pas franchis par le gouvernement. Donc c'est incompréhensible. On en a un petit peu plus sur les déclarations des leaders syndicaux ce soir. Laurent Berger salue tout de même une volonté de dialogue. Donc c'est ça, c'est ce que je disais. Il y a une volonté de dialogue qu'il saluait déjà hier. Aujourd'hui, il avance en disant qu'on pourrait en discuter avec Édouard Philippe et les autres syndicats qui le veulent bien au début janvier et qu'il ne s'associait pas, en tout cas pour le moment, à la journée collective nationale de mobilisation annoncée par Monsieur Martinez. Mais je voudrais juste terminer d'un point très rapidement politique. Moi, je ne suis pas sûre, d'abord, que au-delà de toute cette cacophonie générée par l'exécutif qui, en plus, semble-t-il, est en fiction à son sommet, moi, je me pose aussi des questions là-dessus parce qu'il peut y avoir des frictions, mais Emmanuel Macron reste Emmanuel Macron et Emmanuel Macron reste le chef de l'État qui a nommé son président. Donc, son Premier ministre. Friction peut-être, mais qu'on en arrive à des frictions fondamentales. Et publiques. Et publiques, comme c'est le cas, moi, je me dis, il y a quelque chose qui a dysfonctionné au royaume d'Emmanuel Macron. Juste un dernier point, ou alors politiquement, moi je ne suis pas sûre que Macron visait l'électorat de droite et que de toute façon ça fera le bénéfice, tout ça, de l'électorat macroniste. Et pour votre information, je suis loin de penser tout ça. L'UNSA Ferroviaire appelle à une pause pendant les fêtes, donc une trêve de Noël. En tout cas, de la part de l'UNSA, c'est un appel de l'UNSA Ferroviaire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura trêve. Non, si on revient sur le sujet de la communication, au départ, on était quand même pour faire caricatural, mais je pense que c'est important de le rappeler,
fin des régimes spéciaux et puis plus de justice sociale pour les petites retraites. On était sur cette équation. Et puis ensuite, il y a eu évidemment le volet économique, le volet comptable, comme le disait François Calfon. Et là, on a perdu les Français. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que finalement, en termes de communication, le fait simplement de commencer à mettre en œuvre, je crois qu'un site a été créé, aujourd'hui il est opérationnel, qui s'appelle Suis-je concerné info-retraite.fr, où ils prennent enfin des cas réels. Ils en prennent 50. Ils en prendront 150 mais il manque tellement d'éléments. Mais voilà, oui, mais avec une calculette, on peut savoir si on va gagner ou si on va perdre. Aujourd'hui, quand vous interrogez, c'était le sujet des femmes, par exemple, on doit être capable de dire si elles sont gagnantes ou perdantes. Or, c'est pas clair aujourd'hui. Et donc, non, je prie de m'excuser. Enfin, ça rejoint, les calculettes, par exemple, sur les enseignants, vont avoir du mal, j'imagine, à prendre en compte les revalorisations de salaire. C'est impossible de le savoir. Donc, je ne sais pas s'il y a le cas des enseignants dans ces calculettes, dans ces simulateurs, mais... Pardon ? Vous dites la même chose sur les femmes, ce que j'ai compris, parce qu'on en est à essayer de se débriefer sur un plateau, mais sur les femmes, d'après ce que j'ai compris, avec la revalorisation des 5% pour enfants. Oui, par enfant. Voilà. Et dès le premier enfant. Ça ne fonctionnera que si les femmes ont des carrières complètes, l'ensemble de leur trimestre. Donc vous voyez bien que les femmes... Mais le cas des enfants n'est pas dans le simulateur. Mais pourquoi je le dis ? Encore une remarque sur la confusion. Les femmes qui sont inquiètes sont évidemment celles qui ont fait beaucoup d'enfants et qui ont des carrières incomplètes. Non, il y a aussi les femmes seules, sans enfants. Avec des carrières hachées. Mais je trouve que ce dont on est en train de parler, en fait, on est tous un peu quand même stupéfaits. C'est une réforme qui concerne un point absolument fondamental de nos existences. À la fin de toute une vie d'efforts, de travail, comment le système social me récompense, me pénalise éventuellement si je n'ai pas fait du tout d'efforts, etc. Enfin, c'est un pilier de nos existences. C'est pas un point mineur de l'action publique. C'est pratiquement un des 2 ou 3 piliers d'un État moderne aujourd'hui. Donc on est sur quelque chose de fondamental. Que tout ceci fasse l'objet d'une pure modélisation théorique, car l'absence de simulateur pouvant indiquer à chaque Français s'il gagne ou s'il perd, me fait, moi, ouvrir une perspective. Est-ce possible que le gouvernement ait mis sur la table ce projet sans avoir lui-même passé à la moulinette ? Donc là, ça ouvre un abîme de perplexité, je dirais, à celui qui analyse. Et par ailleurs, sur la grille de lecture, je pense que c'est quand même avant tout une grille de lecture d'Emmanuel Macron. On retrouve quand même dans le discours sur cette réforme la volonté de revenir sur le clivage entre les progressistes et les conservateurs, ceux qui veulent faire moderniser le système, ceux qui veulent vivre sur des rentes de situation, etc. Il y a en toile de fond, évidemment, et c'est là où on voit que c'est un nœud très, très, très difficile à défaire. On est sur quelque chose qui est plus qu'un pilier du macronisme. On est sur le cœur même du macronisme avec cette réforme. Et avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute, je vous le disais il y a un instant, l'UNSA Ferroviaire appelle à une pause pour Noël. On va écouter son représentant. Le bureau fédéral de l'UNSA Ferroviaire a décidé de prendre acte de ces avancées et d'appeler, indépendamment du reste du dossier, à une pause à la SNCF du mouvement. À la RATP, il y a un dialogue entre la direction et les agents, la direction devant faire la preuve aux agents que le contrat social est respecté. Et après, les agents, comme notre structure, verra ce qu'elle fera. Mais ça, je vous l'ai déjà dit hier. Là, je vous annonce la décision à la SNCF. Donc on comprend, François Calfon, que l'unité syndicale est rompue à la SNCF. Et on entend également, c'est la deuxième fois, qu'il y a des avancées. La vraie remarque, là je me fais un peu commentateur social, mais la vraie remarque et quand même la vraie vérité qui apparaît dans ce mouvement social, c'est à quel point les directions syndicales sont un peu débordées. C'est-à-dire que débordées par qui ? Par leur base par les assemblées générales. La CGT cheminot appelle à continuer le mouvement. Bien sûr, mais ça n'est pas. Mais vous savez, la CGT cheminot et la CGT tout court, par exemple, la question des coupures d'électricité, ça n'a pas été décidé par la Confédération en réalité. Alors que le patron de la CGT couvre ses équipes, c'est une chose. Il a confirmé, oui. Voilà. Non, mais évidemment. Évidemment, franchement, ou alors il se coupe de sa base. Je vous rappelle qu'après chaque grand mouvement de grève, et j'en terminerai là, après chaque grand mouvement de grève, vous constatez une recomposition du jeu syndical. Par exemple, Sud n'est issu que de scission de la CFDT. Donc cette idée selon laquelle en haut à Paris, on fixerait une ligne et ça
ça suivrait automatiquement. Notamment, moi je n'ai pas d'interprétation, je ne connais pas la CFDT assez, mais cette fixation sur l'âge d'équilibre, que je trouve juste, mais y compris qui est un peu contradictoire avec ce qu'on avait connu de la CFDT, elle traduit Pour vous, ça vient de la base. Évidemment. Ça, c'est très nouveau, Jannick Halimi. Il est en train de se passer quelque chose dans ce mouvement social. Les leaders syndicaux eux-mêmes dépassés par les demandes, les attentes de la base. Alors, il faut faire attention quand même. D'abord, c'est pas nouveau. Enfin, c'est vrai qu'un peu dans la foulée des Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses. On se souvient du Technopole de Nantes, de mémoire. Même la précédente grève RATP. Il y a eu beaucoup de mouvements spontanéistes qui ont émané, qui sont nés. S'il vous plaît. Messieurs. On précisait que c'était le Technocentre. Technocentre, pas TGV Atlantique. Donc c'était pour aller dans votre sens. Dites-le à voix haute. Merci messieurs. Merci de corriger mes erreurs. Merci beaucoup. Mais de là, donc ce n'est pas nouveau. Les confédérations doivent évidemment faire avec la base, et on sait que certains syndicats. Alors maintenant, il faut faire attention. Il faut voir. Il ne faut pas non plus là dans nos propos, alors que au contraire, la concertation, on le veuille ou non, avec des organisations patronales et syndicales représentatives qui sont au cœur de notre démocratie représentative, qui font ce qu'ils peuvent. On le voit dans les mobilisations, dans les manifestations où, Dieu merci, il n'y a pas ou très peu de dérives et de violences. Donc ne discréditons pas là aujourd'hui dans ce que nous disons, alors que finalement ni les uns ni les autres n'avons fait le tour des syndicats de base pour dire attention, les confédérations sont complètement déconnectées de la base. Non mais ça se dit attention, beaucoup, François. Ça se dit, et puis on pourrait remarquer, d'ailleurs c'est assez étonnant, mais que le gouvernement il a fait des concessions sur les régimes spéciaux, puisque finalement le sujet aujourd'hui, l'exigence des derniers syndicats, c'est de se dire la clause du grand-père uniquement pour les seuls derniers entrants. Mais il est quand même, le Premier ministre, la semaine dernière, a parlé de 1985. C'était quand même une avancée. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de 30 000 salariés de la SNCF, 30 000 versus 20 millions de cotisants. Donc ensuite, est-ce que le gouvernement est prêt à aller sur cette clause du grand-père pour les nouveaux entrants? Ça, c'est la question qui serait considérée comme une reculade. Mais là, on y est presque. Le vrai sujet, c'est ce dont on discutait à l'instant. C'est l'âge pivot qui, là, visiblement, est le point de blocage. Encore répété par Laurent Berger ce soir. Exactement. Il y a quand même aussi d'autres dossiers qui sont, pour le moment, sans trop de réponses. On avait évoqué tout à l'heure le cas de la fonction publique. Il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette pour le moment sur les réponses qu'amène le gouvernement. Je voudrais rappeler quand même ici, il n'y a pas que les enseignants qui sont des fonctionnaires sans prime. Bien sûr. Il n'y a pas, moi j'en fais partie, je suis CNRS, fonctionnaire sans prime, donc la question est ouverte. Mais vous avez des salaires peut-être plus élevés que les enseignants. La question est ouverte pour nous. Pour le moment, on nous a envoyé une lettre du ministre disant qu'on allait s'occuper de nous, etc. Mais voilà, il y a aussi quand même des points très importants qui, pour le moment, n'ont pas fait l'objet aussi, on va dire, d'une communication très en amont auprès des différents ministères, auprès des différents départements de la fonction publique, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même globalement un problème au minimum de communication autour de l'organisation et la présentation de cette réforme. Moi je voulais quand même préciser deux choses. D'abord que c'est pas simplement un totem cet âge pivot, je veux le dire aux Français qui nous écoutent, c'est quand même la réalité 2022-2025, c'est demain. L'application d'une réforme où des gens qui ont l'intégralité de leur trimestre, je dis bien l'intégralité de leur trimestre, donc ils peuvent faire valoir leur départ à la retraite, ne pourront pas le faire. On peut-être 1 an ou 2 ans de travail en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle du grand mélange des genres, si Emmanuel Macron était resté à la réforme systémique dite d'équité, qui était d'ailleurs portée aussi par la CFDT, je pense qu'il y aurait moins de difficultés. Mais il y a eu aussi un gros sujet, et y compris, j'entendais les partenaires sociaux avant d'entrer en négociation, sur finalement le diagnostic économique et financier du système. Le premier rapport du corps, il y a à peu près, enfin pas le premier de cette mandature, disait 5 milliards, maintenant on dit entre 7 et 17 milliards, et vous avez quand même des réserves qui sont très importantes, 120 milliards à Gircarco, l'ensemble du remboursement de la dette sociale à partir de 2024. Donc si on parle de ça, y compris en parlant du financement de la dépendance, il y a quand même des marges de manœuvre pour 10 ans. Je parle bien de 10 ans en moyenne, puisqu'on dit qu'il y a un trou de 10 000. Donc, je le dis, là aussi, il y a une politisation d'enjeux sur le diagnostic du financement du système qui ne sont pas
partagés. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas partagés. Je suis d'accord, sans rentrer dans, entre guillemets, les détails et quantitatifs et de temps. Il n'empêche qu'il y avait une occasion rêvée avec les syndicats réformistes, j'y reviens. Parce que, encore une fois, Monsieur Berger était pour la réforme systémique et la fin des régimes spéciaux, ou en tout cas de certains d'entre eux, sous réserve d'épidémie. Mais, et vous l'entendez encore aujourd'hui, ainsi que l'UNSA, pour dire qu'ils étaient prêts à prendre en compte le retour, enfin l'orientation, la trajectoire vers le retour des équilibres financiers. Donc, on doit s'arrêter là. Cet élément, cette contrainte est prise en compte, y compris par les syndicats réformateurs. Qu'est-ce qu'a fait M. Philippe pour agiter le chiffon rouge des 64 ans? Et la réponse peut-être dans les prochaines heures. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Mais attention, pour une émission très spéciale, délocalisée à Amiens, puisque l'invité sera Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Très très bonne soirée sur Public Sénat.